un groupe au service du financement des économies africaines depuis plus de 45 ans. Par ses solutions adaptées, il soutient les projets de ligne. Avec ses 2000 collaborateurs, le groupe BGFI Bank rend unique chaque étape de mon expérience client. BGFI Bank, votre partenaire pour l'avenir. Les chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées, la préservation de notre indépendance et la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens. Lundi 8 janvier et mardi 9 janvier 2018, 2 jours de deuil national décrétés en mémoire des victimes de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa, la capitale hier. Le gouverneur de la ville de Kinshasa signale en outre que les funérailles de ces victimes seront prises en charge par le président de la République. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de 20h. Tout d'abord, le rappel sur le message du vœu du chef de l'État à la nation. Joseph Kabila Kabanga a évoqué plusieurs points, entre autres la tenue effective des élections au cours de cette année. On l'écoute. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale le mois de mars dernier, et par la suite la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voulais saluer le travail des titres abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servis du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité, saura certainement protéger la patrie contre toute initiative et toute ingérence ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale.
Nous l'avons dit dans nos éditions précédentes, le président de la République est arrivé depuis le mercredi à Kalemi et ce soir, nous revenons en image. Fin de la visite de travail du président de la République, Joseph Kabila Kabange, ce mercredi 3 janvier 2018 à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, d'une province à une autre. Le chef de l'État s'est rendu à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, où il est arrivé à 12h15, heure locale. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport de Kalemi par le gouverneur de Tanganyika, Richard Ngoyi Kitangala, et les membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt après son arrivée, le président de la République est allé, après un bref entretien avec le gouverneur et le vice-gouverneur de province, apporter le réconfort moral aux patients de l'hôpital général de Kalemi, dont les frais d'hospitalisation ont été pris en charge. Un geste paternel apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires, souligne le gouverneur Richard Kitangala. Deja leo bataleta lista wale wote wa mama walizaa wote na yeye analipa wagonjwa wote walio mahospitali watu wote kuya eko malali au maopeleka wakifanya nini tena rais tena wote. C'est une visite d'itinérance du chef de l'État qui rassure quant à la paix qui règne sur le territoire national, tel que l'atteste cette expression de joie de la population qui a réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Et sur place à Kalemi, les garants de la nation a visité le nouveau stade de football en construction. Amaké Moudachi Sobanto, reportage. Bientôt, la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, sera dotée d'un nouvel hôpital moderne, répondant aux standards internationaux et régulièrement approvisionné en produits pharmaceutiques. Vu l'accroissement de la population et l'envergure que prend l'agglomération, vu sa faible capacité d'accueil, et surtout face à sa vétusté. L'actuel hôpital général de référence a fait l'objet, ce mercredi 3 janvier 2018, de la visite du président de la République, Joseph Kabila Kabange, en présence du gouverneur de province, Richard Ngoyi Kitangala. La pédiatrie et la maternité ont été particulièrement visées. Le chef de l'État s'est fait présenter à cette occasion 3 nouveaux sites, dont l'un sera retenu pour l'érection des nouveaux complexes hospitaliers. L'honorable Ngoyi Angola fait le point. Avec l'accroissement de la population de Kalemi, il va falloir passer à la construction d'un nouvel hôpital plus moderne qui prendra en charge la plupart des malades et évitera donc aux malades de cette contrée de devoir aller dans les pays voisins ou plus loin pour trouver les soins adéquats. Nous avons visité 3 emplacements proposés par la province, ainsi que le service de cadastre et de titres fonciers. Nous avons visité les environs du stade de Kalemi dans le nouveau quartier, près du pont Rugumba. Ce quartier a été trouvé un peu trop humide et nous avons alors visité 2 autres sites derrière l'école Bouillet. Disons sur la transversale qui vient de l'aéroport et qui va en direction de la nouvelle université de Kalemi. Il est probable que le nouvel hôpital peut être implanté de ce côté-là en attendant la confirmation des études des experts et des architectes. À chacun de ces passages dans la ville portuaire de Kalemi, le président Joseph Kabila s'est toujours intéressé à l'évolution du nouveau stade de football. Les travaux vont bon train aux yeux de tous. Des instructions précises ont été données en vue de mettre à la disposition de la jeunesse de Kalemi le plus rapidement possible cet ouvrage de 15 000 places qui fera éclore certainement des talents. Oui, le stade de Kalemi est à un niveau avancé. Tout ce qui est béton, gradin et finition de la construction est en train de se faire. Il va peut-être, on va devoir attendre quelques 6 mois pour que le stade soit disponible
en termes de terrain lui-même, en termes également d'équipement de tribunes et d'équipement des salles en dessous des gradins. Donc je pense que vers le mois de juin ou au début du deuxième semestre de l'année 2018, ce stade pourrait être fréquenté. Il a néanmoins demandé au comité de suivi de s'investir davantage pour que cet ouvrage, qui aurait dû se terminer ce mois de décembre, ne puisse pas dépasser les 6 mois supplémentaires qui ont été demandés. Avant d'arriver à Kalemi, le président de la République était à Lubumbashi, où il a échangé avec les notabilités de cette partie du pays. Retour à l'image avec Pierre Kibabeso-Moïsa. Fin de la visite officielle dans le Haut-Katanga du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila. Ce mercredi, le président Kabila s'était rendu à Lubumbashi pour présider l'inauguration du siège administratif de la GKN SA, puis il a poursuivi avec des contacts utiles dans les milieux haut-katangais. Avant de s'envoler ce matin, le chef de l'État, Joseph Kabila, a été salué par un comité restreint d'accompagnement à la tête duquel se trouvaient les chefs de l'exécutif provincial. Célestin Pandé-Kapopo a daigné commenter le séjour du chef de l'État à Lubumbashi pendant les festivités de la Nativité et de la Saint-Sylvestre, période qui a connu des tumultes politiques qui n'ont pas troublé du tout l'inquiétude de la population. Moi, je crois que c'est tout ce que c'est un cadeau que le Katanga devait faire au chef de l'État. Gardons le calme. Dire au chef de l'État, Kariboussana, Chikata, voilà les messages. Parce que chez nous, nous transmettons ce message. Lisez les pancartes à travers la ville de Lubumbashi. Vous verrez que le chef de l'État est là, Chikata, il est assis. Personne ne pourra vous tromper que lorsque le chef de l'État sera ici, il y aura des problèmes, il y aura des tumultes, il y aura les gens qui vont marcher. Ils ne le feront jamais. J'ai toujours dit que la population du Katanga, c'est une population paisible. C'est une population hospitalière. Je crois qu'elle ne doit pas se faire distraire par les gens qui croient, je ne sais pas, amener le salut. Or que nous sommes en train de vivre la paix dans notre chère province du Katanga. Je demanderai à cette population de vaquer librement, de suivre son gouverneur pour le développement de notre province. Ça ne sert à rien de criailler, de parler de n'importe quoi. Soyons derrière Kabila Kabange pour la survie de notre pays. Et la 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 5 janvier 2018 sous la présidence du Premier ministre Bruno Tshibala. Je vous propose le compte rendu avec Félix Kabange-Numbi, ministre de l'Aménagement du Territoire. La 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 5 janvier 2018 à l'immeuble du gouvernement sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Bruno Tshibala Nzeze. Un seul point figurait à l'ordre du jour. Évaluation des événements survenus dans la ville-province de Kinshasa et dans quelques agglomérations à l'intérieur du pays le 31 décembre 2017. La réunion débute par la présentation des vœux de Nouvel An aux membres du gouvernement par le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du président de la République, chef de l'État et en son nom propre. Après le mot introductif du Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, complété par le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, a présenté au Conseil des ministres l'état de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Il en découle que la situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue du territoire national, mais légèrement perturbée. Le 31 décembre 2017, à la suite du mouvement lancé par le comité laïque de coordination de l'Église catholique avec le soutien
de l'ancien président de la Conférence nationale souveraine et président honoraire du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, et certains partis politiques de l'opposition. Plusieurs paroisses et diocèses catholiques, ainsi que de nombreux acteurs politiques et de la société civile n'ont pas suivi ce mouvement et ont privilégié d'œuvrer pour la paix en ce dernier jour de l'année 2017. S'agissant du bilan, on note à Kinshasa 4 morts parmi les civils et 1 policier. Ces morts n'ont aucun lien avec les manifestations du 31 décembre. On note également 77 fauteurs de troubles qui ont été interpellés et relâchés après audition. À Kananga, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2017, 30 personnes se réclamant du mouvement Kamunasapu, qui ont voulu pénétrer dans la ville pour participer à la marche du 31 décembre, ont été neutralisées par les forces de l'ordre. Le bilan est d'un mort du côté des assaillants. Dans sa conférence tenue le 2 janvier 2018, l'ancien président de la Conférence nationale souveraine et président honoraire du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, Monseigneur Laurent Moussingo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a tenu des propos injurieux à l'endroit des dirigeants du pays ainsi que des forces de l'ordre. À ce sujet, le gouvernement de la République, qui ne peut accepter que de tels propos viennent d'un ministre de Dieu, a, pour sa part, par le biais de son porte-parole, salué la bravoure des forces de l'ordre et la maturité du peuple congolais qui ne s'est pas laissé manipuler. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a par la suite fait part au gouvernement des autres manifestations programmées par le même comité laïque de coordination de l'Église catholique et son incitateur, qui veulent faire entrer la République démocratique du Congo dans un cycle de violence pour perturber le processus électoral en cours. Après débat et délibération, le gouvernement de la République condamne fermement les événements survenus le 31 décembre 2017 et met en garde les organisateurs contre toute récidive. Le gouvernement de la République rappelle que les libertés de manifester en République démocratique du Congo doivent se conformer à la Constitution, aux lois et textes réglementaires de la République et aux engagements internationaux, notamment le Pacte international des droits civils et politiques et à la Charte de l'Union africaine des droits de l'homme et des peuples, qui insiste sur le maintien de l'ordre public dans toutes les manifestations. 3. Le gouvernement de la République insiste sur la laïcité de l'État congolais, tel que stipulé à l'article 1, alinéa 1er de la Constitution. Je cite: la République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. De ce fait, il ne peut y avoir alliance entre l'État et une Église au détriment des autres. De même qu'il ne peut y avoir alliance entre le sabre
et le goupillon. Le gouvernement de la République rappelle donc ce principe de laïcité et invite toutes les églises à la neutralité. Pour arrêter ce cycle de violence en perspective pour cette année nouvelle 2018 et empêcher aux organisateurs de la marche du 31 décembre de récidiver, le gouvernement demande à la justice de se saisir du dossier et d'établir les responsabilités. Le respect de la loi passe avant les considérations d'opportunité. Enfin, le gouvernement de la République rassure la population qu'il ne ménagera aucun effort pour préserver et maintenir la paix chèrement acquise sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la poursuite du processus électoral en cours. Poursuivant sa communication, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a informé le Conseil des ministres des dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville-province de Kinshasa dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 janvier 2018. Prenant la parole, le ministre de la Solidarité nationale et Action humanitaire a pour sa part présenté les faits saillants, le bilan provisoire et les stratégies d'intervention par rapport à cette catastrophe naturelle dont les dégâts enregistrés se présentent comme suit. 37 personnes décédées et plusieurs personnes blessées. Inondation des terrains et du poste haute tension de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, au niveau de la Funa, ayant entraîné la coupure d'électricité et la rupture de la distribution d'eau dans certains quartiers de la ville-province de Kinshasa. On a noté des glissements des terrains, 5100 maisons inondées, dont l'orphelinat Le Cœur d'une Mère. 192 maisons écroulées. Tout ceci a entraîné le déplacement de plusieurs milliers de personnes dans des familles d'accueil en attendant la baisse du niveau des eaux. À cet effet, le président de la République, chef de l'État, présente ses condoléances à toutes les familles endeuillées et ses compassions à tous les sinistrés. Il a instruit le gouvernement pour que 2 jours de deuil national soient observés ce lundi 8 et ce mardi 9 janvier 2018 en mémoire de toutes les personnes décédées. Les ministres de la Solidarité nationale et Action humanitaire, des Affaires sociales, de la santé, de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville, des affaires foncières, de l'urbanisme et habitat, ainsi que celui des infrastructures, travaux publics et reconstruction, ont été chargés, chacun en ce qui le concerne, à prendre des dispositions immédiates pour soutenir et accompagner les sinistrés, mais aussi pour maîtriser et contrôler les inondations ultérieures, étant donné qu'une pluviométrie importante sera observée jusqu'à fin mars 2018. Commencé à 10h15, la 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres a pris fin à 13h45. Je vous remercie. Place au dossier de la rédaction à présent. Guillaume Koukoumane-Liponge et Cédric Kenina nous disent que des martyrs de l'indépendance ne peuvent nullement être comparés aux victimes de la marche du 31 décembre dernier. Ici,
de la rédaction. Les Congolais ont commémoré ce 4 janvier 2018 le martyr de l'indépendance, grâce au sacrifice auquel notamment la Belgique a consenti à reconnaître notre souveraineté internationale le 30 juin 1960. Au cours de la messe célébrée à cette occasion, le cardinal Laurent Monsengo Passina a établi une corrélation entre eux et les morts le 31 décembre dernier en marge de la marche ratée d'un certain comité laïque de continuation. C'est-à-dire qu'il y a tout possible. Il s'agit de deux situations diamétralement opposées et impossibles à concilier pour tout esprit normalement constitué. En 1959, les vaillants congolais tombés sous les balles de la police coloniale se battaient pour libérer notre pays du joug de la Belgique. Or, personne ne peut oublier que pendant la colonisation, l'Église catholique était plutôt dans les camps des oppresseurs en tant qu'auxiliaire de la colonisation au sein de la triptyque administration coloniale, société à charte, Église catholique. Par contre, les initiatives du fameux comité laïque de coordination, dont l'archevêque de Kinshasa revendique maintenant la paternité, consistent justement à créer les chaos afin de remettre les pays sous la coupe des nostalgiques de la colonisation belge. Il est donc historiquement indécent de chercher à faire de l'accordement frauduleux entre les deux situations. À la limite, une telle comparaison est insultante pour la mémoire des martyrs de l'indépendance si on revoit les bilans du 4 janvier 1959 et celui du 31 décembre. Damas, abattu à bout portant par des terroristes camerounais lors de l'attaque contre le commissariat communal de Massina, et que le cardinal a choisi d'ignorer superbement, mérite les hommages de la nation. Car parmi les 4 autres personnes décédées, il y a eu des terroristes camerounais tués lors d'affrontements avec les forces de l'ordre respectivement à Massina et à Kananga, ainsi que 2 pillards qui tentaient de se servir du flou artistique créé par les comités laïques de coordination pour dévaliser une chambre froide dans le quartier de Totoramatete. On sent dans l'attitude du cardinal, qui du reste revenait d'un voyage en Belgique avant le 31 décembre, où il se raconte qu'on lui aurait promis un rôle prépondérant dans la chimérique transition sans Kabila, une frénésie à vouloir faire fin de tout bois. Mais malheureusement, aucun fait vérifiable ne saurait venir à l'appui, à sauver bien de pleurer des morts causées par des brutalités policières imaginaires. Grâce à Dieu, Guillaume Sylvestre Koukoumé Duponty, il n'y a eu aucune causalité entre les 5 morts du dimanche dernier et l'encadrement de marches interdites de nos vaillantes forces de l'ordre qu'il s'est permis d'insulter. Que penser de l'attitude de l'archevêque de Kinshasa qui ne s'émeut que de la mort des hors-la-loi, pendant que dans la nuit du 3 au 4 juillet, du 3 au 4 janvier, c'est-à-dire la veille de sa messe de Requiem, la ville de Kinshasa, sa juridiction pastorale, venait d'être endeuillée avec pas moins de 37 victimes depuis diluvienne, sans qu'il ne s'apitoie sur leur sang pendant la dite messe. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? C'est donc l'émotion sélective du cardinal Laurent Monsengo Passina ne peut surprendre que ceux qui n'ont pas constaté sa sortie de route. Le 4 janvier, à la cathédrale Notre-Dame de l'Iguala, l'archevêque de Kinshasa agissait plutôt en qualité d'autorité morale du comité laïque de coordination auquel semble avoir adhéré tous les extrémistes de l'opposition qui avaient rempli les travées des cellules de culte. L'enjeu était essentiellement de charger leur adversaire politique qui anime les institutions démocratiques du pays. À partir de là, peut-être faut-il considérer que pour lui
et ses amis politiques, nos 37 compatriotes décédés des suites des catastrophes naturelles les jours d'avant avaient tort à en croire leur oubli coupable par l'archevêque de n'être pas morts des suites de brutalités policières comme il l'aurait souhaité. Sinon, comment comprendre en effet qu'ils n'ont rien dit sur ces 37 morts et n'aient choisi de mobiliser l'opinion que sur le mort du 31 décembre. Visiblement, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises avec l'agenda politique du numéro 1 de l'archidiocèse catholique de Kinshasa. Il suffit d'ouvrir les yeux, très grand les yeux, pour voir venir lui. Est-ce un prêtre ou un politique? Les pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur Kinshasa, la capitale, ont causé d'énormes dégâts. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kibuka, fait le bilan provisoire de ces dégâts. Et notez aussi qu'il signale en outre que les funérailles de ces victimes seront prises en charge par le chef de l'État. Durant la nuit du 3 au 4 janvier 2018, s'est abattue dans la ville de Kinshasa une pluie diluvienne qui a causé de pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Il s'agit de 44 morts. Nous tenons sincèrement à remercier le chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. Une fois informé, il a mis à la disposition de la ville de Kinshasa des moyens nécessaires pour la prise en charge des obsèques de nos frères et sœurs noirs qui viennent de nous quitter. Nous serons obligés de démolir toutes ces constructions anarchiques, éviter de construire sur les lits des rivières, éviter de remplir vos caniveaux avec des immondices, car cet état de cause empêche la circulation des eaux à travers les différents caniveaux dans la ville. Que Dieu continue à nous protéger, mais nous devons nous comporter comme des citoyens avisés par rapport à l'urbanisation de notre ville. La ville prend en charge les obsèques, non seulement de ceux qui ont connu la mort lors de cette grande pluie diluvienne, mais également ceux qui nous ont quittés suite aux événements du 31 décembre. À cela également, je présente les condoléances à leur famille. Bonsoir Père Kibamba Soumissa. Vous êtes sur ce plateau avec un communiqué de la présidence, justement un rapport des dégâts causés par la pluie d'hier. Oui, tout à fait. Le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a appris avec consternation les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Le chef de l'État présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et exprime toute sa compassion à ceux de compatriotes victimes de divers dommages plongeant leur existence dans la précarité. Le président de la République leur assure la solidarité de la nation tout entière et instruit le gouvernement de la République de prendre en collaboration avec l'autorité urbaine de Kinshasa toutes les dispositions utiles afin de venir en aide aux compatriotes affectés. Fait à Kinshasa le 5 janvier 2010, le cabinet du président de la République, Némi Milania Oulondia, directeur du cabinet. Voilà donc pour ces communiqués officiels de la présidence de la République. Merci Pierre Kibamba Soumissa. Nous poursuivons ce journal. Jugé recevable, le projet de loi sur le code minier a été transmis à la commission ECOFIN après la réponse du ministre des Mines aux observations des sénateurs, nous fait dire Bertin Kofei-Saosso. Le secteur minier dépasse le seuil de 3% dans le budget. Le ministre des Mines l'a affirmé devant l'Assemblée plénière du Sénat ce vendredi, dans sa réponse aux préoccupations des sénateurs exprimées lors du débat général.
Selon Martin Kaboloulou, la participation du secteur minier dépasse les 20%. La recette qui est souvent considérée comme étant la seule générée par le secteur minier est uniquement celle de la redevance minière parce qu'elle est encadrée par la DGRA. Et c'est de cette recette-là dont on parle souvent. Pourtant, le secteur minier génère d'autres recettes au titre d'impôts et divers droits et redevances encadrées par la DGI et la DGRA, mais qui ne sont souvent pas reprises dans l'actif du secteur. C'est notamment les impôts, les droits et les redevances prévues de manière exclusive et exhaustive à l'article 220 du Code minier en vigueur. Concernant la fraude, le ministre des Mines a fait remarquer que cela relève d'une gestion transversale, mais qui ne peut rester indifférent. En ce qui concerne la fraude, il convient de noter que la fraude aujourd'hui relève d'une gestion transversale. Mais en ma qualité de responsable sectoriel des mines, je ne peux rester inactif, car je me bats tous les jours pour endiguer la fraude minière, notamment dans l'ex-Katanga. C'est ainsi que nous avons créé dans l'ex-Katanga, pour endiguer la fraude, nous avons créé des coopératives minières pour occuper justement la masse de nos compatriotes qui étaient dans l'exploitation artisanale, de ne pas justement s'occuper de cette histoire de fraude. Martin Kaboloulou ne confirme pas l'exploitation frauduleuse de l'uranium à Chinkoloboé et le Chouchi. Cette information me paraît peu évidente, dit-il. Le texte de loi a été transmis à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. L'Assemblée plénière a ensuite examiné le rapport de la commission environnement sur le projet de loi sur le tourisme, avec un débat qui devra permettre le toilettage du texte. Et à la fonction publique, leur paiement des pensions à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Reportage Lisette Mujinga Mutombo. C'est ce vendredi 5 janvier 2018 que le ministre d'État, ministre de la fonction publique, Michel Bongongo Ikoli, a procédé au lancement de paiement des pensions par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. La retraite de l'agent public de l'État n'avait jamais autant été au cœur de politiques publiques au centre de la réforme de l'administration publique. C'est en effet cela qui caractérise la vision de progrès du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La CENSA tourne depuis ce jour à plein régime. Elle est à 100% opérationnelle, donnant ainsi toutes les chances à cette jeune structure qui n'a pas attendu le poids de l'âge pour faire preuve de son efficacité, de poursuivre son métier dans les meilleures conditions. Ceci vaut également pour chacun en ce qui le concerne, au gouvernement, de mettre à la disposition de la CENSA les instruments juridiques, les moyens financiers et techniques pour son fonctionnement et son émergence, et ce, de manière inattendue. Aux dirigeants de la CENSA de maintenir et de renforcer la rigueur et la transparence dans la gestion de cet établissement public dont la portée sociale n'est plus à démontrer. Le premier retraités ont obtenu leur notification, gage du traitement et de la liquidation de leurs prestations, ainsi que le premier d'une chaîne vitale de paiement des pensions. Et les jeunes cadres leaders se sont retrouvés pour fêter la réélection de Francine Moumba à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse. Reportage Jacques Abouma Sénouga. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Moumba, a répondu à l'invitation des jeunes cadres et leaders de la République démocratique qui ont initié une réception en son honneur pour l'encourager. La rencontre a permis à renforcer leurs liens autour des réflexions pouvant faire à ce que les jeunes Congolais obtiennent une place dans la gestion du pays, ce qui devait faciliter la lutte pour l'épanouissement de l'ensemble des jeunes Congolais.
À cette réception, tous ont exprimé le vœu de voir le renouvellement de la classe politique et la participation économique de la jeunesse, conformément notamment à l'article 11 de la Charte africaine de la jeunesse récemment promulguée par le président de la République. Après la réélection de la RDC à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse congolaise dans toute sa diversité, ne pouvons qu'honorer celle qui a fait la fierté de ces grands Congos sur le continent et au niveau mondial, Francine Mulumba. D'où l'essence de cette réception du 3 décembre 2018 depuis l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Promettant encore plus d'investir dans la lutte pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise pour son deuxième mandat devant toute l'assistance, Francine Mulumba va encore rappeler cette promesse faite au lendemain de sa réélection prônant le renouvellement de la classe politique congolaise. La suffisance de l'éthique, je réponds à l'urgence des renouvellements de la classe politique dans le sont des installations poursuivies sur le président du chef de l'État, je cite Joseph Kabila pour le création de la fonction publique qui se concrétise petit à petit avec la communication, bien sûr, souterraine à un moyen plus gouvernement qui est montré vraiment à nos pays. Dans ce deuxième mandat, je voulais qu'avec votre soutien, régler plusieurs défis de la surtout le problème de la jeunesse de notre pays, la jeunesse congolaise. Donc je serai plus présente sur le plan national que international. La réception a connu la participation du vice-ministre des Affaires étrangères, Agé Matembo, qui était le délégué du gouvernement lors du congrès électif qui a été marqué par la reconduction de l'RDC à la tête de la jeunesse africaine. Une nouvelle victoire diplomatique qui confirme la bonne position de l'RDC au niveau du continent. Dans l'ensemble, toutes les tendances de la jeunesse congolaise étaient représentées à cette réception par leurs délégués. Les membres du Conseil national de la jeunesse, les jeunes entrepreneurs, ceux du parti politique opposition et majorité, confessions religieuses, ainsi que les représentants des étudiants. L'année 2018 a été déclarée par les leaders des jeunes comme année de la jeunesse congolaise, car les experts voient plusieurs réalisations en faveur des jeunes, surtout en cette année électorale, où les jeunes sont appelés aussi à prendre le courage et postuler à des candidatures tous les niveaux. Pour des encouragements à l'ordre du jour, des cadeaux ont été remis, suivis des échanges de vœux. Jeune artiste congolais talentueux, le chanteur Innocent Baboum a agrémenté la soirée, ainsi que autres jeunes chanteurs également talentueux au nom des Arobas qui a chanté une chanson africaine. Une nouvelle usine de production d'eau sera bientôt construite à Lembaïbou. Cela pour permettre à la population de cette partie est de la ville de s'approvisionner en eau potable sans trop de difficultés. On dépend d'un reportage. Vous devez abandonner vos bureaux climatisés et le centre souvent sur le terrain où se trouve le gros de travail en vue de vous rendre personnellement compte de la situation de la population en rapport avec le besoin en eau potable. Les autorités de la régie des eaux SA ne cessent de se rappeler cette instruction du président de la République en se plaçant au devant des mandataires du portefeuille de l'État et ses forces de l'exécuter scrupuleusement. Pour preuve, 3 jours seulement au début de cette nouvelle année 2018, la caméra de la RTNC a surpris sous un soleil ardent le directeur général de la régie des eaux SA, Clément Mougaï, Nkachama, très loin de son bureau de travail dans le quartier Lemba-Ingou, où il est allé visiter le site qui abritera très bientôt une nouvelle usine de production d'eau potable. Les travaux de construction de cette usine de captage d'eau bénéficient du financement de partenaires coréens. Cette nouvelle unité de production d'eau va permettre à coup sûr d'abreuver à flot les populations de la partie est de la ville de Kinshasa, notamment Njili, Kimbanzeke, Kingasani, Mokali, Mikondo, et ce pour éradiquer le problème criant de manque d'eau dans certains quartiers. Ceci fera le bonheur et le bien-être de la population de ce point de la capitale. Le directeur général Clément Mougaï explique. Le premier pas que nous avons fait sur instruction du chef de l'État est en train de porter ses fruits. C'est-à-dire que cette année-ci, nous allons construire l'usine de Lembaïbou d'ici quelques semaines. Après la première phase de construction qui donnera 30 000 mètres cubes par jour, et la population
de la commune d'Enji et de Kibanseke seront servis au premier temps. Et puis le ministre de Pêche et l'Élevage est en mission à Béni. Béni, c'est dans le Nord Kivu. Paluku Kisaka Yere a appelé la population à préserver la paix et surtout à s'approprier le calendrier électoral. Le commentaire, Mireille Deke. En mission à Béni, dans la province du Nord Kivu, la situation sécuritaire étant préoccupante, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Daniel Paluku Kisaka Yere, a mis son séjour à profit pour sensibiliser les différentes couches sociales de Kasindi, une agglomération située à la frontière congolo-ougandaise en 50 km de la ville de Béni. Le membre du gouvernement central a appelé la population à se désolidariser des forces négatives et à collaborer plus avec les forces de sécurité dans la traite de groupes armés dans le Maïmaï. Après Kasindi, direction Kavinyonge, même démarche sur place, Daniel Paluku Kisaka Yere a conscientisé la population sur les différentes questions de l'heure. Il les a exhortés à promouvoir la paix et à dénoncer tout suspect pour éviter les attaques à répétition. Occasion saisie par le ministre qui, lors de ces échanges, a présenté la compassion du gouvernement envers les victimes des attaques de Maïmaï et de Zadef. La loi électorale n'étant pas du tout en reste, Daniel Paluku Kisaka Yere a démontré à la population le bien fondé de cette loi qui comptait des innovations compte tenu des réalités du pays. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, élu du coin, a également appelé les acteurs politiques à se préparer pour les élections qui profilent à l'horizon. Un message de vœux au président de la République, chef de l'État. Il a ainsi libellé Excellence avec l'expression de mes hommages les plus différents à l'occasion du Nouvel An 2018. Permettez-moi de vous présenter au nom de la coordination de la majorité présidentielle au Sénat et au mien propre le vœu de prospérité, de santé, de longévité. Puisse Dieu mettre le temps des circonstances, vous combler davantage de sagesse, d'intelligence transcendante face aux enjeux de et de capacité de résistance aux velléités de déstabilisation de notre jeune démocratie pour laquelle vous avez sacrifié toute votre jeunesse. Que le sang de martyrs de l'indépendance de notre cher et beau pays ainsi que ceux de libérateurs tombés sur le champ de bataille vérifient vos convictions de croire en un Congo uni, fort et prospère. Ce communiqué porte la signature du sénateur Tekis Moulaïla Tiga, coordonnateur MP et Sénat. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement appris, la mort a une fois de plus frappé à la porte de la radio-télévision nationale congolaise. Deux de nôtres ont tiré leur révérence. Il s'agit de Roland Modeste Ndila Fanal de la direction des sports et de Koko Mukoka de l'arme nationale. Voici donc le programme, premièrement celui de Ndila Fanal. La grande famille Ndila Fanana qui est le projet avec un impact fort et durable en Afrique. Fondation déjà donc pour les générations futures. La 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 5 janvier 2018 à l'immeuble du gouvernement sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Bruno Tshibala Nzeze. Un seul point figurait à l'ordre du jour. Évaluation des événements